Notre invité du jour, Philippe Béchade, rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour. Bonjour. On fait avec vous ce matin un tour d'horizon de l'actualité économique et on commence par évidemment la remontée des taux américains au-dessus de 3% qui agitent beaucoup les marchés. Effectivement, il a été beaucoup écrit que le seuil des 3% constitue la frontière entre le paradis et l'enfer. On a M. Gundlach qui prédit des réactions extrêmement négatives des marchés au cas où le coût de l'argent franchirait cette barre des 3. Sauf que là où la remontée des taux est la plus pénalisante, c'est sur la partie courte, parce que beaucoup d'emprunts sont des emprunts à 3 mois, 6 mois, tout ce qui par exemple permet de couvrir les engagements à terme, tout ça c'est adossé à des taux très courts. Or là, on vient de passer les 2,50. Il faut savoir qu'il y a 18 mois, on était à 0,50. Donc là, le renchérissement des taux, c'est vrai, ça existe, mais il ne faut pas se nubiler sur les 3%, parce que c'est surtout là la remontée des taux courts qui, elle, coûte. Et puis l'autre phénomène, c'est qu'on assiste à l'écrasement des spreads, c'est-à-dire que maintenant, entre le 2 ans et le 10 ans, il y a quoi? Il y a une cinquantaine de points de base, et autrement dit, pour toute la profession financière et pour l'industrie bancaire qui vit de la transformation des taux courts en taux longs, on s'aperçoit que là, les marges sont en train de s'écraser. Alors il y a un moment, c'est vrai, où 3% sur 10 ans, 3,18, 3,20 sur 30 ans, ça va commencer aussi à peser sur le coût d'un emprunt immobilier à long terme. Mais là, la progression est beaucoup plus lente qu'elle ne l'est sur les cours. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore véritablement d'impact au niveau des taux longs. Et surtout, j'avais envie de vous dire, est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? On sait que les États-Unis sont énormément endettés. Est-ce que c'est ça qui a justifié cette envolée, cette remontée des taux longs? On peut imaginer effectivement que les besoins en capitaux des États-Unis qui vont s'accroître de façon exponentielle cette année avec l'entrée en vigueur des taxes réformes. Donc le Trésor américain va se voir privé de 1000 milliards de recettes. De l'autre côté, vous avez M. Trump qui, lui, veut faire 500 milliards de dépenses en plus pour le Pentagone, pour la défense, tout ce que vous voulez. Donc, il y a un effet de ciseau. Les États-Unis vont avoir besoin d'énormément d'argent. Ce qui ne serait pas très, très grave si, par ailleurs, dans le monde, il y avait plein d'épargne disponible parce qu'il y a beaucoup de croissance dans des émergents et qu'ils ont beaucoup de dollars à recycler. Or, aujourd'hui, le deuxième pays le plus endetté au monde, c'est la Chine, avec là aussi un endettement qui représente 250% du PIB. Bref, tout le monde a besoin d'argent au même moment et cet argent devient rare. Donc c'est normal que cet argent devienne plus cher quelque part. Et c'est vrai que je crois moins au prétexte de l'inflation qu'à la réalité de besoins de financement des États-Unis qui sont colossaux. Et alors, quelles sont les conséquences pour la croissance mondiale ? Et pour les marchés, est-ce qu'il va y avoir des arbitrages? On a vu qu'il y en avait déjà eu quelques-uns, des arbitrages marché-action, marché obligataire. Ou est-ce que finalement la bonne saison des résultats, en tout cas les bons résultats trimestriels, arrivent à compenser cette remontée des taux? Alors, les résultats qui sont excellents, puisque là aussi, voilà qu'entrent en vigueur les taxes réformes. Donc on voit tout de suite par rapport au 4e trimestre 2017 à quel point ça embellit les bilans au 1er trimestre 2018. Je parle aux États-Unis. Oui, bien sûr. Donc là, vous avez un effet de ravissement, un effet mécanique d'amélioration des résultats. Et puis c'est quand même quelque part un fusil à un coup. C'est-à-dire que les entreprises ont rapatrié du cash grâce à l'amnistie fiscale. Derrière, elles annoncent des programmes de rachat d'actions. Facebook, à l'occasion de ces résultats, annonce 9 milliards de rachats de titres. Alors vous me direz, par rapport à la capitalisation, c'est pas énorme. Enfin, c'est quand même de l'ordre de 2%. Donc les entreprises annoncent de bonnes choses. Donc oui, pour les gérants, où sont les bonnes nouvelles? Elles sont sur les actions. Sauf que même avec ces bonnes nouvelles, quel est le rendement aujourd'hui des actions?
il n'est pas supérieur à 2% sur le Nasdaq, il est même assez inférieur, il n'est même plus de 2% sur le S&P, et vous avez en face du taux sans risque à 2 ans à 2,50, à 5 ans à 2,85, bon, et le taux à 10 ans à 3%, ce qui n'est pas très différent par rapport au début de l'année, c'est vrai. Donc pour vous, l'arbitrage se fait en faveur du marché obligataire sans aucun doute? Et non, parce que si les taux montent, le marché obligataire, forcément, oui, oui. En nominal, la valeur des emprunts que vous détenez, elle chute. Oui. Mais comme on était dans un système qui était complètement à l'envers, c'est-à-dire que depuis 2009 jusqu'en 2017, finalement, on a acheté des obligations pour faire de la plus-value. Et on achetait des actions pour faire du rendement. Puisque quand on avait des taux qui étaient à 10 ans à 1,20, à 1,30% aux États-Unis, évidemment qu'on achetait les actions pour le rendement et pas les obligations pour la plus-value. Or aujourd'hui, si les taux se tendent, ça veut dire que ces obligations, leur valeur baisse. Et on va dire que ceux qui ont énormément d'argent et qui ont joué la hausse et la plus-value sur les obligations, quand ils voient les taux monter, eux, ils vendent. Alors ils vendent à qui? À des gens que ça arrange évidemment d'avoir du rendement, c'est-à-dire aux futurs retraités, c'est-à-dire aux gens qui ont des petites épargnes, mais les très très grosses masses, ceux qui détenaient énormément d'obligations pour faire de la plus-value, ils commencent à vendre. Et comme le rendement des actions ne sera plus non plus attractif, la prime de risque se dégrade sur les actions, donc les grosses masses risquent de vendre aussi les actions. En fait, on a eu pendant 8 ou 9 ans une hausse simultanée et des actions et des obligations. Où est-ce qu'ils vont investir du coup? Ah voilà, l'excellente question à se poser. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dans un premier temps, je pense que leur souci va être de ne pas perdre d'argent. Donc quand on en a gagné énormément pendant 8 ou 9 ans, on peut se permettre pendant quelques temps d'être liquide et de ne pas en gagner. Et l'essentiel ensuite sera de ne pas en perdre. Et sur quoi on ne perdra pas d'argent? Probablement sur des devises de pays pas endettés. Ah oui, parce que si le problème c'est la dette et que les taux montent, il ne faut pas détenir de monnaie de pays endettés. Donc voilà une des solutions. La deuxième, c'est de revenir sur des actifs pérennes, voire rares. Et là, je pense aux commodities, je pense aux métaux précieux. Et on voit qu'il y a des achats très très nourris en ce moment à Zurich, enfin en Suisse. Beaucoup d'acheteurs dans le monde, et pas que la Chine et pas que la Russie, achètent massivement de l'or. Oui, mais du coup, le prix de l'or s'envole un peu? Eh bien, pour l'instant, il reste contenu. Alors, l'or, c'est facile, hein, on le voit très très bien, la fourchette. C'est 1320, 1360 pour schématiser. Allez, 1315, 1370 pour prendre les vrais extrêmes. L'or aurait pu effectivement passer le cap des 1360, ça a failli être le cas au début du mois, puis là le dollar a commencé à se renchérir un peu, donc symétriquement l'or est revenu en milieu de canal. C'est la hausse du dollar qui cette fois-ci a empêché le grand décollage, mais le prochain coup... Pour l'euro, vous trouvez que c'est plutôt une bonne nouvelle que l'euro se stabilise un peu, arrête sa montée au-dessus de 1,24 et se stabilise sous 1,22 face au dollar? Ah, c'est une excellente nouvelle pour toutes les valeurs exportatrices, oui. Naturellement. Elles ont été beaucoup pénalisées, d'ailleurs on l'a vu à partir de fin janvier, quand le dollar s'enfonçait sous 1,25, bien sûr, on rentrait dans les calculs des recettes en dollars inférieures, et puis d'autre part, vous aviez les gérants américains qui eux disaient « Ah tiens, on fait une belle plus-value sur l'euro, on va la matérialiser », et c'est ce qui faisait aussi baisser le marché. Donc la hausse du dollar est une bonne nouvelle à court terme. À moyen terme, effectivement, il faut se demander de quoi cette hausse du dollar est le symptôme. Merci beaucoup Philippe Béchade, rédacteur en chef des publications Agora.